Alors, quelques mots de présentation. Moi, je suis professeur des universités. Ça n'a pas été mon seul métier. J'étais haut fonctionnaire, j'étais industriel, fait des tas de choses. Et je me suis intéressé aux villes intelligentes quand je dirigeais le labo d'intelligence économique à Bercy, parce que c'est tous les enjeux de demain. Hein, c'est tous les enjeux industriels, ça met en cause, vous allez voir, tout, les manières de travailler, ça questionne la vie privée, la place de la personne dans la cité, etc. etc. Donc, première chose, on va essayer de définir ce que c'est, hein, de quoi on parle. Alors vous, quand vous entendez ville intelligente dans la conversation tous les jours, dans le discours médiatique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Quelle représentation vous en avez? Plutôt les villes connectées, je pense. Plus fort. Plutôt les villes connectées, à mon avis. Oui. Alors, c'est toujours autour de la connexion. Une connexion par l'informatique. Bon. Alors, ça pose tout de suite la question, est-ce que la connexion rend heureux? Est-ce que la connexion crée la vie bonne? Parce que, historiquement, la cité dans la philosophie politique classique, chez Aristote, c'est la vie bonne. Donc, il faut se poser la question, est-ce que ça va nous améliorer notre vie et nous permettre de réfléchir à ce qu'est la vie bonne, à concevoir la vie bonne? Donc, vous avez plusieurs définitions. C'est effectivement la ville connectée. Ça peut être une ville agréable à vivre. Il y a la question de l'énergie qui vient toujours. Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'il y a des voitures ou pas de voitures? Il y a tout un tas d'options. Alors, on sait ce que n'est pas une smart city. Ce que n'est pas une smart city, c'est ce que l'on vous présente comme la définition de la smart city, c'est-à-dire une ville qui est connectée, où il y a, alors ça c'est la définition officielle de l'Union européenne que vous voyez au milieu, il y a la smart economy, le smart environnement, la smart governance, la smart living, la smart mobility et les smart people. Ça, c'est ce que j'appelle la collection de smarties. C'est-à-dire que vous ajoutez des sous-systèmes et puis vous dites, voilà, quand j'ai tout ça, alors il y a un type qui a conçu ça à l'université de Vienne, M. Giffinger, professeur Giffinger, et puis il fait naturellement un rating, il dit, voilà, une ville est smart, etc. Alors comme ça, il trouve en Europe, il y aurait 240 smart cities en Europe. Pour moi, il n'y en a aucune. Il y en a aucune. Il y a certaines choses intelligentes qui peuvent contribuer à faire une smart city, mais il n'y a pas de ville intelligente telle qu'on va s'efforcer de la définir. Alors, je me suis beaucoup inspiré d'un pamphlet d'un Américain, Timothy Greenfield, Against the Smart City, où il reprend tout le discours des concepteurs du discours sur la Smart City, qui est un discours qui a été créé par les vendeurs de technologie à la fin des années 90, parce qu'ils ont vu le marché des entreprises allait se saturer. Donc, il fallait trouver un nouveau marché, et après les entreprises, il y a la ville. Donc, il fallait câbler la ville. Donc, c'est exactement le même type de discours que, si vous travaillez ou avez travaillé dans l'informatique ou sans être informaticien sur les projets systèmes d'information. Vous savez que les vendeurs d'informatique vous promettent toujours que leur technologie va faire monts et merveilles, ça va résoudre tous les problèmes. Là, c'est exactement la même chose. La ville, elle va faire papa-maman. Et on a créé des démonstrateurs qui sont Masdar à Abu Dhabi, qui est une ville totalement connectée, mais qui n'a pas d'habitants. Parce qu'elle est faite pour un cadre sup de 40 ans, avec une femme bac plus 5, 2 enfants, etc. Dans un endroit où il n'y a absolument rien à faire. Et il n'y a pas d'habitants. Il y en a une autre qui marche un petit peu, c'est Songdo, en Corée du Sud, mais qui est un échec économique. Où c'est une ville où tout est connecté. Il y a des RFID partout, il y a des puces qui vous permettent de vous suivre. Déjà, vous voyez tout le problème, quand on est en relation avec la technologie, c'est qu'ils ont utilisé le système RFID parce que la ville a été conçue en 2004. Et maintenant, le RFID, il est plus nécessaire puisque vous avez tous ces machins-là qui vous permettent de vous suivre à la trace. Il y en a une autre, Planalty Valley, au Portugal. Pareil, c'était des appartements où tout est connecté. Bon, bref, ça, c'est pas des villes intelligentes. Déjà, elles ne sont pas habitées. Alors, autre mythe qui était lié à la ville intelligente, c'est celui des classes créatives. Alors, les classes créatives, ça a été lancé par un professeur américain qui s'appelle Richard Florida,
et qui disait, voilà, il y a 30% de la population crée 70% de la valeur. Et ça, c'est les classes créatives. Et ces classes créatives, bon, c'est des artistes, ils sont homosexuels, ils sont un peu bohèmes, etc. Donc, il a défini comme ça la ville créative. Alors, il y a des tas d'indicateurs. Il y a un taux d'homosexuels, il y a un taux de bohémiens. Taux de bohémiens, c'est pas des bohémiens, c'est des comportements bohèmes, hein, de bobos, quoi, si vous voulez. Et il a appliqué ça à un certain nombre de villes aux États-Unis. Il y a des villes qui se sont ruinées, comme Milwaukee, qui ont voulu se mettre en conformité avec les indicateurs de Richard Florida. Et on s'aperçoit après que, tout simplement, les gens reviennent plutôt faire leurs études, travailler là où ils ont fait leurs études. Ils sont attachés au territoire. Ils viennent pour l'entreprise et ce n'est pas l'entreprise qui vient pour la ville. C'est très rarement le cas. Alors, vous avez ce genre d'indicateur. Ça, c'est sérieux. Hein, c'est pour le classement des villes. On va regarder si les villes ont des bars ouverts jusqu'à 3 heures du matin, des salons de tatouage, des vendeurs de bicyclettes, bien sûr, le vélo, c'était le truc de base, la bière, les coffee shops, les vendeurs de disques vinyle, c'est DVD, ça compte pas, vinyle, voilà. Et on vous classe les villes comme ça. Bon. Quand vous regardez pourquoi Seattle est la première parce que tout simplement, il y a Amazon et Microsoft. Donc voilà, ça suffit. Et on voit que ça aboutit à un effet qui était aisément prévisible, c'est la gentrification de la ville. La gentrification de la ville, c'est la gentry, c'est-à-dire les nouvelles classes éduquées qui vont s'installer dans les centres-villes et qui vont en expulser les populations, les classes populaires traditionnelles. C'est le phénomène qui se produit de plus en plus à Paris, où les classes populaires sont totalement expulsées et où les loyers atteignent des niveaux exorbitants. Alors, ce qui crée un besoin après de transmutation, hein, il faut bien se déplacer, et de ségrégation spatiale, qui a été bien définie par Christophe Guilly en France et Saskia Sassen aux États-Unis. Vous avez le cœur avec la ville en gros des bobos, la ville gentrifiée. Vous avez un premier cercle d'immigrés low cost, parce qu'il faut bien livrer les pizzas que vous avez commandées par Internet. Hein. Et puis, vous avez les classes populaires traditionnelles dans la banlieue, et plus encore, alors le vieux peuple, le peuple old school, il est dans les territoires perdus. C'est en dehors des métropoles. Tout ça, aujourd'hui, c'est le culte des métropoles. Hein. La métropole, il y a un centre qui va attirer le reste, et on laisse tomber les territoires. Tout part du centre et pas du tout du territoire. Et ce que je vais développer ce soir, c'est que dans la vraie vie, ça marche exactement dans l'autre sens. Alors, l'idéologie dominante, qu'est-ce qu'elle nous disait ? Que la mondialisation allait homogénéiser les territoires. C'est-à-dire qu'un territoire, tous les territoires se valent. C'est tout ce que vous avez vu dans la politique des villes. Enfin, le but, c'était l'attraction fiscale, le prix du mètre carré de la zone industrielle, et le reste ne comptait absolument pas. Alors, quand on regarde les faits, hein, c'est exactement le contraire. C'est les nouvelles sciences des territoires qui se sont développées à la fin des années 80, qui se développent aujourd'hui beaucoup. C'est que la mondialisation met en valeur les atouts spécifiques. Quand vous voyez Electra Systems, une grande entreprise française de découpe laser, qui avait délocalisé pour chercher des bas salaires, qui revient s'installer en Aquitaine. Pourquoi ? Parce qu'elle connaît sa main-d'œuvre. Il y a un écosystème où il y a non seulement de la main-d'œuvre, il y a des établissements de formation, il y a des réseaux de financement, il y a tout ce dont a besoin une entreprise. Et finalement, elle va payer sans doute sa main-d'œuvre plus cher, mais enfin, pas plus cher, au prix normal, plus cher que moins cher. Mais les coûts de qualité baissent. Les coûts d'obtention de la qualité baissent parce que tous les trucs qu'on faisait fabriquer en Asie, etc., il y avait des coûts de qualité, il y avait des coûts de reprise, etc. Et il y a une plus grande fidélité de la main-d'œuvre à l'entreprise. Donc on s'aperçoit que ce qu'on appelle le capital social
est un actif intangible. Alors, le capital social, c'est l'ensemble des relations sociales, c'est la culture, c'est les traditions sociales, c'est la manière de comment on résout les conflits ici. Si vous êtes en Haute-Savoie, déjà, c'est pas pareil qu'en Savoie, c'est pas pareil qu'en Alsace, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, c'est pas pareil. Donc, il faut, à chaque fois, mais j'ai toujours expliqué à mes étudiants, et je l'ai vécu dans mon expérience d'industriel, que quand on arrive quelque part, il faut enquêter, il faut voir comment les gens résolvent les problèmes, comment on se parle. Est-ce que c'est pacifique? Est-ce que c'est pas pacifique? J'ai été 13 ans professeur à Marseille. Évidemment, c'est une toute autre manière de résoudre les problèmes qu'à Paris. Voilà. Maintenant, je travaille dans le Nord, à Lens. C'est une toute autre manière encore. Donc, à chaque fois, il faut aller regarder la culture locale. De quoi elle est porteuse? Elle est toujours porteuse d'une richesse. Dans le monde entier, tous les territoires ont une histoire avec des humains qui ont développé des savoir-faire, des traditions. Il n'y a qu'un seul endroit où il n'y a pas de capital social, parce qu'il n'y a pas d'humains, c'est l'Antarctique. Voilà. C'est pour ça qu'on y a nommé Ségolène Royal ambassadeur. Donc, ce capital social, c'est un actif intangible, parce qu'on ne peut pas vous le copier. Vous dites, par exemple, les Alsaciens, ils sont disciplinés, ils sont comme les Allemands, alors que les Français, alors on leur dit pique-pendre. Bon. Oui, mais vous ne pouvez pas imiter ce modèle, parce que Emmanuel Todd vous expliquerait que l'Alsace, c'est le modèle familial patrilinéaire allemand construit autour de l'autorité du père. Ça n'a rien à voir avec le modèle communautaire que vous allez trouver en Bretagne, par exemple. Bon. Donc ça, vous ne pouvez pas le changer. Donc il faut, quand vous jouez à quelque chose, un jeu général, vous jouez avec vos propres atouts. Vous n'allez pas jouer avec des atouts que vous seriez supposé avoir dans une construction théorique idéale. Donc il faut regarder avec quoi on joue, avec quelles ressources. Voilà. Ce capital social, c'est des compétences, c'est des savoir-faire, c'est des réseaux, et qui sont enracinés, qui sont collés au territoire. L'horlogerie suisse, dans les années 80, quand il y a eu le choc du digital, il n'y avait plus d'aiguilles aux montres. Vous aviez des montres avec les cadrans. C'est-à-dire que c'était la mort de la montre. Donc qu'est-ce qu'ont fait les Suisses? Ils ont passé un accord avec le syndicat de l'industrie de la prothèse médicale, notamment les prothèses de hanche. Parce que qu'est-ce qu'on sait faire quand on fait des montres? C'est de la micromécanique, c'est de la mécanique de précision. Et donc ils ont redéveloppé ça. Ça a stimulé le capital social, l'innovation dans le territoire, et ça a donné la Swatch. Et maintenant, c'est la montre à aiguille qui intègre les technologies numériques. Donc, pareil, vous avez l'exemple du Choletais, vous avez beaucoup d'exemples en France. Voilà. Et là où les initiatives centrales de l'État, qui va raisonner purement en quantitatif, qui va ignorer les actifs spécifiques du territoire, ça ne marche pas parce que ça ne prend pas racine. Et quatrième observation, ça ce sont des observations empiriques, les initiatives les plus innovantes sont endogènes. Endogènes, elles viennent de l'intérieur, elles viennent du territoire. On ne peut pas apporter de l'intelligence, même si vous arrivez quelque part avec une idée géniale, je vais dire voilà, je vais leur apporter la lumière, la vérité, et toute la vérité, ça ne marchera que si cette idée est totalement métabolisée et appropriée par les habitants, par les systèmes de vie locaux. Donc elle devient endogène. Ce qui est exogène doit devenir endogène. Alors ça, ce sont des constats empiriques, mais la recherche nous apprend. Alors il y a des courants de recherche, notamment dans les années 80-90, c'était Philippe et Dallot, ils sont décédés malheureusement tous ces gens-là, qui étaient à l'université de Neuchâtel. Il y avait Georges Benko, qui était à l'école des hautes études en sciences sociales. Il y a eu tout le courant italien, la Renaissance, tout ce courant, il a été observé le premier en Italie, puisque l'observation, c'est-à-dire, on s'est posé la question, pourquoi la réforme régionale qui était la même, donc c'est une réforme institutionnelle au niveau de l'État italien, elle prend des formes totalement différentes dans le nord et dans le sud. Parce que le capital social n'est absolument pas le même. Donc on s'est aperçu que le territoire, ça compte beaucoup, et ça a relancé ces études territoriales. Et notamment, je cite cette phrase de Philippe Edalo, l'entreprise innovante ne préexiste pas aux milieux locaux,
elle est sécrétée par eux. Donc ça ne sert à rien de parachuter les choses. Vous pouvez apporter des choses de l'extérieur, bien sûr, mais il faut qu'elles soient appropriées. Là, je travaille sur le pays minier en ce moment, sur Lens. Qu'est-ce qu'ont fait les élus? Ils ont apporté le Louvre à Lens. Bon, mais c'est comme une poule devant un couteau, quoi. Les gens n'ont pas du tout approprié ça. Donc on est en train de reprendre toute cette dynamique d'innovation pour que ça vienne des gens. Peut-être que c'est très bien d'amener le Louvre à Lens, mais l'important, c'est qu'est-ce qu'on va en faire, les gens, qu'est-ce que ça veut dire pour eux. Et donc le territoire, c'est avant tout un capital immatériel. Hein. Il y a une histoire, il y a une capacité à générer un projet commun. Par exemple, un autre grand projet de réussite en France, c'est le Choletais, l'Ouest. Alors c'est les pays de tradition catholique avec des très très fortes solidarités territoriales, une très forte interconnexion entre le tissu de PME, l'appareil de formation, les réseaux sociaux, qui a permis à ce territoire de réfléchir à son avenir et de se réinventer et de générer des consensus. Est-ce que, face à un problème, est-ce qu'on se massacre ou est-ce qu'on est capable de se causer? Si on est dans une logique où on se massacre sans arrêt, ça ne marche pas. Regardez l'horlogerie. Vous prenez l'horlogerie, côté suisse, ça a très bien marché parce qu'il y a une forte capacité des consensus sociaux à se réinventer. Chez nous, ça a donné l'IP, les grèves, etc. Et on a perdu cette industrie horlogère. Alors on a récupéré, c'est ce qu'on appelle l'arc jurassien, qui va chez nous, là, jusque Cluse. C'est l'industrie du décolletage. Mais on a perdu ça parce que les consensus sociaux n'étaient pas là. Les actifs territoriaux, est-ce que votre réseau territorial, il vous apporte un accès à la connaissance technologique? Est-ce qu'il y a un marché du travail qui est dynamique? Est-ce qu'il y a de l'offre? Sur Lens, j'ai comme client une entreprise qui s'est installée là-bas, mais qui ne trouve pas à embaucher. Parce que le niveau est tellement bas qu'ils ne peuvent pas embaucher. Les gens n'y peuvent pas faire travailler les gens. Voilà. Et puis un savoir-faire technologique, le savoir-faire au sens informel. L'essentiel d'un savoir-faire, c'est le savoir-faire informel, c'est le savoir-faire de l'artisan. Vous savez, comme les produits traditionnels, l'art de forger les outils, c'est des choses qui ne se mettent pas en connaissance explicite, qui peuvent se transmettre par un livre, par un CD, mais ça se transmet uniquement par compagnonnage et par l'expérience. Et ça, vous ne pouvez pas le bouger. Alors là, vous voyez déjà, quand on réfléchit à des stratégies de compétition territoriale, il va falloir s'intéresser à ce qui est spécifique et pas à ce que tout le monde fait déjà. Les aides fiscales, tout le monde les fait déjà. Et ça ne marche pas, on va voir pourquoi. Et donc, c'est tout cet ensemble d'interactions qui va constituer un milieu innovateur. Alors, il a 3 dimensions, ce milieu innovateur. Il y a des valeurs partagées. Alors, est-ce que les gens partagent les mêmes valeurs, des relations de confiance, et ces relations de confiance qui vont permettre de neutraliser ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier. Cette notion vous est connue? Non? Alors, le dilemme du prisonnier, vous avez 2 prisonniers, et puis ils sont interrogés séparément, sans contact entre eux. Les policiers disent, tu sais, ton copain, il s'est allongé, alors tu ferais mieux... Si tu t'allonges aussi, tu auras une peine moins lourde. Ils disent la même chose à l'autre, personne ne s'est allongé. Donc, on peut calculer quel est le retour qu'ont les prisonniers à jouer coopératif. C'est-à-dire, s'ils font le pari que l'autre n'a pas parlé, c'est un pari extrêmement risqué. S'ils font au contraire le pari qu'il n'a pas il a parlé, bien sûr ils se font avoir. Bon, alors le dilemme du prisonnier, c'est quand les gens n'ont pas confiance entre eux, parce que la confiance, ça se construit, c'est pas spontané, donc ça se construit par une histoire. Donc ils vont jouer non coopératif. Si vous jouez non coopératif, vous perdez de la valeur. Alors, si vous avez des traditions dans un territoire avec du contrôle social, le contrôle social, c'est ici on fait comme ça. Ici, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, vous arrivez à neutraliser le dilemme du prisonnier. Mais pour que ça marche, ça doit se passer sur des petits territoires. Des petits territoires que l'on peut chiffrer à 15 000, 20 000 personnes, où tout le monde peut avoir des interactions avec l'autre. Bien sûr, quand vous jouez sur Internet, vous acceptez un héritage qui vient de 10 millions de dollars qui arrive du Nigeria,
bien sûr, le dilemme du prisonnier, il est maximum. Vous ne connaissez pas les gens, vous ne savez pas où vont les informations. Il ne peut pas y avoir de relation de confiance. C'est absolument impossible. Donc il faut avoir des interactions qui sont physiques et qui peuvent être structurées par un cadre culturel, une histoire, l'intégration dans un milieu social. Alors, ça se renforce par la pratique, hein, c'est-à-dire plus on fait des choses ensemble, plus on a confiance, plus on voit que ça marche, plus on va coopérer, et donc ça c'est un atout. Et puis, alors aujourd'hui, cette proximité physique de l'échange peut se compléter par une proximité virtuelle, par l'organisation de communautés virtuelles. Donc voilà les éléments importants du territoire. Donc ce que l'on va voir également, si en termes de stratégie, ce qu'il va falloir faire, c'est sortir de la rationalité technique, de la pure rationalité technique, pour entrer dans la rationalité des synergies, c'est-à-dire de la mise en convergence des relations des écosystèmes. En France, comme en Occident en général, mais peut-être plus particulièrement en France, nous sommes un peuple très rationnel, soi-disant rationnel. Pour moi, c'est pas du tout rationnel, mais enfin, c'est du rationalisme. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un raisonnement logique, et c'est le raisonnement logique abstrait qui doit déterminer la réalité. Donc ça, c'est le dualisme cartésien, le corps-esprit, c'est le corps est capable, l'esprit est capable de concevoir parfaitement la réalité. Bon. En épistémologie, on sait que maintenant que ça ne marche plus, que la démarche de connaissance de la réalité, c'est la formulation d'hypothèses, le test de ces hypothèses sur le terrain, l'analyse du retour d'expérience, la modification des hypothèses, et c'est un processus continu comme ça. Donc c'est un processus expérimental. Ce processus expérimental n'existe absolument pas dans la haute administration. Je suis un ancien haut fonctionnaire, on ne sait pas faire. On forme des têtes brillantes, des ingénieurs pas toujours ingénieux, qui conçoivent un truc parfait et qui veulent, et qui disent si ça ne marche pas dans la réalité, c'est que les gens sont bêtes. Bon. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Ça, nulle part ça marche. Ça a pu marcher à l'époque de l'État reconstructeur. Quand il fallait reconstruire la France, il n'y avait plus de logements, il n'y avait plus de routes, il y avait des ponts. Là, tac, 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 un État rationalisateur, ça pourrait marcher. Mais quand on est dans des nouveaux contextes de production, comme celui de la troisième révolution industrielle, qui est basé sur des petites unités, sur des réseaux, ça ne peut pas marcher. Alors, ce qu'on voit, ce qui va marcher, par exemple, vous avez l'exemple du bassin toulousain, ce qu'on appelle les systèmes embarqués, l'aéronautique, l'espace, l'équipement automobile, le ferroviaire. C'est des industries qui sont côte à côte, si vous prenez les grands schémas de classement de l'INSEE, elles n'appartiennent pas à la même classification sectorielle. Mais vous voyez que l'économie, elle repose sur la synergie entre ces activités. Donc, on peut représenter ça sur un axe de la performance. Vous voyez, la performance, elle va accroître. Oula. Pourquoi c'est... Ah là, top, là, voilà. Voilà. Plus l'innovation, elle va croître, plus je mélange des technologies génériques, et plus je vais faire un mix inattendu de compétences. Et là, j'aurai d'autant plus d'innovation. Moi, quand je travaille dans l'automobile, il y a eu des bons dans l'innovation, par exemple, quand on a intégré le design dans la conception des automobiles. Et ça, c'était totalement nouveau, parce que les designers ne sont pas forcément ingénieurs. En plus, ils sont italiens ou anglais. Donc, vous amenez ça dans un plateau, et la révolution des plateaux projets, c'est-à-dire vous mettez physiquement présent toutes les équipes d'ingénieurs sur un même plateau où ils vont vivre ensemble, hein, pendant plus de 2 ans, tout le temps de conception de l'automobile. C'est un choc culturel, parce que notre culture d'ingénieur, c'est chacun fait très bien sa pièce, et on ajoute les bonnes pièces ensemble, et ça doit faire une bonne voiture. Boum! Et il y a eu le choc de la 605, qui était une voiture en accumulation de bonnes pièces, et qui ne marchait plus parce que personne ne maîtrisait la systémique d'ensemble. Bon. Donc, plus on va être capable de faire ce mix, et s'éloigner des compétences, de la conformité des silos de compétences, plus on va être innovant. Et ça, justement, un territoire peut m'offrir tout ça. Parce qu'en territoire, j'ai de la vie, j'ai des villes, j'ai de la campagne, de l'interaction ville-campagne. Alors, aujourd'hui,
comment on fait? Ça, c'est une étude qui a été faite par un des étudiants. Il a fait sa thèse là-dessus, les directeurs de chambre de commerce. Et voilà, on va jouer au début sur le capital territorial qu'on va mettre en avant. Il y aura des atouts au début. On va essayer de mobiliser tout un tas d'atouts. Mais, toc, 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 on va uniquement se réduire sur le matériel. Alors que ce qui fait la performance, c'est l'accumulation des savoir-faire et de l'immatériel au fil du temps. Et c'est ça qui va me donner ces capacités informelles, qui va me donner ma capacité à changer de technologie, changer d'ère technologique. Ce qui est très difficile aujourd'hui, je travaille là-dessus au Maroc, dans le Nord et en Russie, c'est les territoires mono-industriels. C'est-à-dire les gens qui ont fait, on l'a réussi en France, mais je travaille dans la sidérurgie avant, les gens qui sont dans un territoire mono-industriel, il n'y a qu'une seule culture, tout le monde de père en fils est mineur ou est sidérurgiste, à Lens c'est mineur, voilà. Et il n'y a plus de mine, il n'y a plus de sidérurgie, enfin la sidérurgie il y en a toujours, mais elle a complètement changé ces mécanismes de création de valeur ont complètement changé. Et ce qui va permettre l'évolution, c'est justement qu'on a une culture de la souplesse. On n'est pas fixé sur le produit. Par exemple, sur la sidérurgie, on avait changé complètement notre logique. On disait ce n'est plus produire des tonnes d'acier, c'est de produire des mégaoctets, des gigaoctets d'informations. Parce qu'une grande brame d'acier, on la mesurait en mégaoctets d'informations, et parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir innover, concevoir de nouveaux produits et de nouveaux usages. Donc si les gens, ils ont cette culture de l'agilité intellectuelle, ils vont changer leur savoir-faire extrêmement rapidement. Mais il faut travailler sur ce capital social. Et si on ne sait pas le faire, ça va être très difficile. C'est là qu'on revient à la question des villes intelligentes, c'est que ça doit partir du terrain. La Russie, c'est aussi très intéressant, parce que la Russie, c'est un pays qui a une tradition comme en France. La France, c'est le seul pays stalinien qui a réussi. Les choses viennent d'en haut. C'est l'État qui fait tout. Alors qu'en Russie, les gens sont très innovants et très, très démerdards. Il y a une tradition de démocratie directe qui est très ancienne, qui remonte au XIe siècle. Donc, il faut développer ce savoir-faire qui est s'appuyer sur les gens. Alors, donc, les nouveaux concepts sur lesquels on travaille, il y a la ville intelligente, il y a mon bouquin qui vient de sortir, je travaille avec Isabelle Delannoy qui vient de sortir son bouquin sur l'économie symbiotique ou régénérative. C'est une économie où on va mettre en synergie les écosystèmes naturels, les écosystèmes humains et les écosystèmes technologiques. Pour faire simple, chaque écosystème utilise les ressources de l'autre. C'est comme la grande cuisine. Chez nos grands-mères, il n'y a pas de reste. La gastronomie, c'est de l'économie symbiotique. La gastronomie, c'est né dans les régions pauvres. On réutilisait tous les restes, et pour réutiliser les restes, on inventait des recettes. Vous n'avez pas de gastronomie de la Beauce. Non, vous avez de la gastronomie du sud Vercors, des régions pauvres. Donc, il n'y aura pas de déchets. Tout va être réutilisable et on va concevoir les systèmes économiques de manière à ce que tout soit réutilisable. Je prends l'exemple de la ville de Séné en Bretagne, dans la banlieue de Rennes. C'est une ville qui a eu l'idée géniale pour faire des économies, notez bien ce mot, faire des économies, d'aller acheter son granit en Chine, en Bretagne. En Bretagne, il n'y a pas de granit, comme tout le monde sait. Parce qu'ils l'ont payé moins cher. C'est vrai qu'ils l'ont payé moins cher. Mais si je commence à intégrer tout ça, raisonner en coût complet, il faut que j'intègre la qualité, bien sûr, intrinsèque du granit, le coût du cheap labor, des conditions d'extraction en Chine, la pollution générée en Chine, le transport sur de gros bateaux. C'est vrai que ça coûte pas cher, mais on sait maintenant que ces fumées produisent des tas de saloperies. Et puis surtout, la perte de savoir-faire en Bretagne, la perte des emplois, les coûts sociaux, le coût du chômage, etc. Donc, ils n'ont pas payé moins cher. Ils l'ont payé beaucoup plus cher. Et ça c'est un problème qu'on va avoir à résoudre, c'est de raisonner en coût complet. C'est-à-dire, quand je conçois quelque chose, donc je conçois un immeuble dans une ville. Bon, mon immeuble, il va être le machin, énergie positive, tout le tralala, etc. Bon. Mais il y a un facteur de dépense d'énergie qui est très important, c'est le déplacement domicile-lieu de travail.
Est-ce que cet immeuble, c'est une cité dortoir, et combien de kilomètres et d'heures de transport les gens vont devoir parcourir pour aller travailler? Ça, il faut l'intégrer. Parce qu'on va le voir, c'est du stress. Le stress, c'est une des premières sources de maladies cardiovasculaires, du développement du cancer, naturellement de pollution, de temps perdu. Quand vous êtes dans les transports, vous ne faites rien. Hein. Donc, il faut l'intégrer. Alors, est-ce que la solution, c'est la décroissance? Vous avez entendu parler de Georgescu Roegen, l'auteur qui est beaucoup utilisé pour la décroissance. Il y a des choses intéressantes dans Georgescu Roegen, c'est qu'il corrèle la croissance économique et la croissance de l'entropie. L'entropie, c'est l'augmentation du désordre. Plus il y a croissance, plus ça crée d'entropie, donc de désordre, et le désordre qui trouve son équilibre dans un niveau létal. Alors, ce qu'avait montré Georgescu Roegen, c'est que l'économie est un processus de création d'ordre. Parce que vous prenez des ressources, vous prenez des gens, vous organisez des processus de production, il y a des entrées, il y a des sorties, et ces sorties sont achetées, etc. Il y a un circuit économique. Mais c'est au niveau local. Vous avez des rendements croissants au niveau local, mais ce que disait Georgescu Roegen, c'est qu'au-delà, les rendements étaient décroissants et que l'entropie augmentait. Or, justement, ce qu'on est en train de mettre en place, ce qu'on est en train de prouver, c'est que par l'économie symbiotique, puisque je vais tout réutiliser, et on peut tout réutiliser, je vous montrerai quelques exemples, donc je sors de cette impossibilité de Georgescu Roegen. Je peux absolument tout réutiliser. Aujourd'hui, on peut réutiliser les déchets ultimes du nucléaire, les fameux HAVL, haute activité vie longue, c'est les centrales au thorium. Le progrès technologique va nous permettre de tout réutiliser. Et puis, de toute façon, on n'a qu'à concevoir des choses pour qu'on puisse les réutiliser. Le scandale des éoliennes, c'est ça. C'est qui a pensé au recyclage des éoliennes? Une éolienne, c'est 1500 tonnes de béton dans le sol. Qui va le recycler? C'est des sols stérilisés, etc. Les pales, on ne sait pas les recycler. Les aimants, c'est des terres rares qui viennent de Chine. On ne sait pas les séparer. Tout ça va être extrêmement polluant pour une rentabilité assez ridicule de la production éolienne. Alors, principe de conception. Alors voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est une diapo qu'on a eue dans une conférence internationale. C'est le directeur du projet Smart City d'une grande métropole française, Lyon, je peux la citer. Hein. Donc c'est un gars, c'est un polytechnicien, il est très bien, très intelligent. Bon. Il a fait sa modélisation, sa approche système, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est sa dernière phrase, c'est la dernière phrase de la dernière diapo de sa présentation. J'ai oublié les habitants. Le comportement humain? Parce qu'il y a des êtres humains dans une ville. Je peux tout modéliser ce qui est physique. Les flux de circulation, c'est physique. Je peux les mesurer, il y a des métriques. Mais vous ne pouvez pas mettre le comportement humain en équation. Je fais un très beau tramway. Est-ce que les gens vont s'en servir? Est-ce qu'ils vont le dégrader ou pas le dégrader? Il y a quelques années, quand ils ont lancé le tramway au Maroc, tous les collègues marocains disaient, tu sais, les Arabes sont des cochons, dans 2 ans, il est totalement dégueulasse, le tramway. Eh bien, il n'est pas dégueulasse, il est propre. Voilà. Donc, il y a des comportements humains que je ne connaissais pas et qui, effectivement, sont devenus un bien commun et que tout le monde se les approprie. Alors, un autre exemple de ville intelligente qui est intéressant, c'est Kazan. Kazan, en Russie, c'est la capitale du pays des Tatars. Donc, ils ont fait une belle projet de Smart Cities. Alors, vous voyez, il y a les zones, il y a très peu d'habitants. Hein. Il y a des zones vertes, il y a des zones d'usines, etc. Mais il y a des grandes questions stratégiques qui ne sont pas posées. Voilà. C'est quel est l'objectif? Pourquoi on fait cette ville? Quel est l'enjeu? Est-ce que c'est simplement pour additionner de la technologie, faire un truc, un démonstrateur, pour faire beau? Il y a une catastrophe qui se prépare au Sénégal, si vous connaissez l'Afrique, c'est Damiado. Il veut imiter Dubaï, et donc il veut faire un truc de grand luxe au milieu d'un énorme, c'est plus qu'un îlot de pauvreté, c'est une mer de pauvreté. Et tout ça parce que c'est les Émiratis qui financent ça, qui ont acheté les élites sénégalaises, etc. Bon, quel est l'objectif? L'objectif, c'est la techno pour la techno. Bon.
Alors, si je dis quel est l'objectif, je dois me poser une deuxième question. Quels sont les bénéfices attendus? Voilà, il y aura plus de vie économique, ça va attirer des entreprises. Et si la ville est intelligente, alors l'intelligence, c'est la capacité d'apprentissage. Hein. Je suis intelligent si j'apprends. C'est-à-dire, je fais quelque chose, ce quelque chose échoue, réussit. L'effet en retour, j'améliore mon stock de connaissances et j'apprends continuellement. Hein. Les espèces animales apprennent dans un scope assez limité, mais l'être humain a cette capacité illimitée d'apprendre. Hein. On ne sait pas, on ne connaît pas de limite à l'intelligence humaine. Hein. Vous pouvez dire que chez certains, la limite est visible, mais non, vous ne connaissez pas dans l'absolu de dire l'intelligence humaine va s'arrêter un jour. Bon. Quels sont les effets d'entraînement, les spillover, et les effets de rendement croissant. Et une chose va entrer en résonance avec quelque chose, et ça va créer du nouveau. Et ça, c'est pas prédictif. Hein, tous les grands processus d'innovation, c'est parce qu'on a mis deux choses inattendues en résonance l'une avec les autres. Le succès de Microsoft, c'est Intel et les processeurs et Windows. Hein. Il a mis deux technologies ensemble. Apple, c'est la technologie, Adobe, c'est les imprimantes. Puis après, il a créé les portables. Ouais. L'innovation, c'est l'art de faire des combinaisons. C'est comme la cuisine. Moi, j'ai toujours dit à mes étudiants, vous ne pourrez pas faire de politique publique ni d'innovation si vous n'aimez pas faire la cuisine. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites la cuisine? Vous pouvez dire, voilà, je prends la recette dans le bouquin. Là, moi, je le fais souvent, mais c'est pour avoir des idées. Mais après, vous avez vos ingrédients, vous allez jouer avec. Et puis, vous allez goûter, vous dire, je vais essayer de ça, je vais rajouter un petit truc, ça. Et là, vous arrivez à voir, ça sera le plat de Claude. Voilà. Moi, je fais un bœuf bourguignon, c'est mon bœuf bourguignon. Voilà, mais c'est mon truc à moi, parce que j'ai ma manière de goûter, mon petit truc que je rajoute, et puis que on ne dit pas aux autres, naturellement. Voilà. Et puis, même si on le dit aux autres, ils ne vont pas le faire de la même manière, donc il n'aura pas le même goût, le bœuf bourguignon. Bon, l'innovation, les politiques publiques, c'est comme ça. C'est pas dire, je prends la recette et je fais. Ça, vous ne faites pas de la bonne cuisine si vous faites ça. J'espère que vous ne faites pas ça. Hein. Bon. Quel est le rôle des habitants? Alors, les habitants... Si vous regardez tous les technocrates, concepteurs de ville, ils détestent les habitants, parce qu'on ne peut pas modéliser les habitants. Là. Ils ont des comportements qui sont non prédictibles, surtout non prévisibles. Vous pouvez prédire, il faut faire des grands scénarios de comportement, vous pouvez les rendre prédictibles, mais prévisibles, non. Et surtout, dernière question, comment on va les mesurer? Quelle métrique on va se donner pour mesurer tout ça? Alors, exemple de ce qu'il ne faut pas faire, c'est le centre de contrôle, le centre d'opération de Rio de Janeiro. Là, ils ont fait ça avec IBM, 15 millions de dollars. Bon, ils ont fait un super ordinateur dans lequel ils vont stocker toutes les datas qui viennent de toute la ville, des tas d'écrans, etc. Et puis, ils ont prévu des scénarios de tout ce qui pouvait se passer quand tel événement entre en synergie avec un autre. Bon. Alors, ça part de l'hypothèse, c'est l'hypothèse cybernétique, ce qu'on appelle les hypothèses cybernétiques de premier ordre. C'est l'hypothèse du cerveau, du super cerveau, du supermind, qui était capable de tout penser. Ça, c'est conçu après la guerre, en 1945, c'est Norbert Wiener qui disait, je vais tout modéliser. Norbert Wiener disait, avec l'informatique, la cybernétique, comme on aura accès à toute l'information, il ne pourra plus y avoir de guerre. Puisqu'on ne pourra plus rien cacher. Voilà. Bon. On va pas dire la guerre de l'information. Voilà. Donc, ça, c'est le mythe command and control. Donc, ça, pareil, le jour où vous aurez un phénomène inattendu qui n'est pas en boîte, votre système, il vous rend totalement impuissant. La ville s'arrête. En plus, c'est des systèmes qui créent une énorme complexité, qui est très centralisée. Donc, il est très vulnérable. Un grand système très complexe est très vulnérable. Un bon système, on verra, c'est des systèmes d'arborescence, de petits systèmes qui s'intègrent. Alors, prenons Paris. Voilà. Niveau zéro de l'autorégulation du système. Le 3 millions de passagers dans le RER à Paris, un passager malade, tout s'arrête. Voilà. C'est un passager malade. Une fois, il y a une dame qui a accouché. Bon, d'accord, on peut comprendre ça. Mais bon. Donc,
Là, c'est le niveau 0. Parce que ça n'a pas été pensé comme ça. Ça a été pensé, ça doit marcher, et les femmes n'accouchent pas dans le métro, et les gens ne sont pas malades dans le métro. Ben, manque de peau aussi. Alors, intelligence, c'est une boucle d'apprentissage. Hein. J'ai une action qui a un effet, il y a un feedback. Dans ce qu'on appelle l'économie, l'économie numérique, eh bien, on est capable d'accroître la rapidité de ce feedback. Chez moi, dans mes montagnes, là, à Samoin, le feedback, c'était la génération. On me disait, tu construis ta maison là, maintenant, parce qu'il y a l'avalanche cinquantenaire. C'est celle-là, hop, là, elle saute le Talveig, puis elle part, l'avalanche du Tour, c'était ça, le village du Tour, il y a 10-15 ans. C'est une super avalanche qui a sauté le Talveig, et puis, qui a tué tout le village. Bon. Donc, les anciens vous disaient ça, vous disaient, voilà, mais il ne faut pas exposer ta maison comme ça, parce qu'il y a une tempête tous les 10 ans, le vent va défoncer tes fenêtres. Bon. Aujourd'hui, ce feedback, grâce aux sensors, les puces que vous avez, il est immédiat. Hein. Donc, vous stockez des datas, des données, et vous avez des traitements de données, mais ce que vous savez, j'espère, c'est que ce traitement de données, il ne peut pas être totalement automatisé. Il faut qu'il y ait des êtres humains qui les interprètent. Voilà. Qui les interprètent, qui définissent quel usage on va faire de ces données, c'est-à-dire qu'il ne faut pas traiter toutes les données. Il faut dire, sinon vous êtes totalement débordé par le flot de données. Hein. Donc, de quel usage on va en faire et comment, et quelles décisions on va prendre. Donc, il va toujours avoir besoin de cet équilibre entre les technologies et entre les sciences sociales. Alors, donc, là, j'ai introduit un nouveau paramètre qui est l'économie du numérique. Mais est-ce que ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de ville intelligente? Les villes avant étaient intelligentes. La ville médiévale, elle était intelligente. Vous avez ici la fresque d'Ambrogio Lorenzetti, qui est dans la grande salle de l'hôtel de ville de Sienne, qui représente les effets du bon gouvernement. Le bon gouvernement, vous voyez, il y avait des échoppes avec des commerçants, des échoppes avec des artisans, il y avait des interactions entre la ville et la campagne, et il y avait un gouvernement démocratique qui est représenté par ces 9 sages qui tournent. Parce qu'ils faisaient tourner les gens pour pas qu'ils s'encroutent. Hein. C'était pas comme chez nous. Tous les ans, on tournait. Et on était responsable devant les citoyens. Il n'y avait pas de droit de l'urbanisme dans ces villes italiennes extraordinaires. Il n'y avait pas de droit de l'urbanisme. Il serait venu l'idée à la personne de construire une maison phoenix au milieu de la piazza centrale. C'était au contraire la contribution au bien commun. C'est-à-dire que j'avais réussi, et je savais que j'avais réussi grâce à l'écosystème dans lequel j'ai réalisé ma croissance, et en retour, je vais contribuer au bien commun en construisant un superbe palais. Voilà. Donc, c'est cette synergie, ce système que décrit très bien Machiavel, hein, quand il explique le fonctionnement des républiques italiennes et du bon régime politique. C'est le bien commun qui vit grâce au vivere politico, c'est-à-dire le débat. Il faut qu'il y ait du débat politique. C'est que les gens s'engueulent, c'est normal. Hein. Et vous savez que la vie politique des villes italiennes, c'était des républiques démocratiques, à démocratie directe, mais c'était très, très tumultueux, sans arrêt des coups d'État, etc. Bon. C'est cette synergie constante entre les gens qui va créer du bien économique et du bien individuel. Et le bien individuel crée le bien commun. Pour le bien individuel, on sait qu'on dépend du bien commun. On fait partie d'un tout. Hein. C'est la petite histoire. Vous êtes sur la route de Louviers, il y avait un cantonnier, comme dit la chanson. Là, le premier, vous lui demandez qu'est-ce que tu fais? Vous dites, moi je casse des cailloux. Bon. Ouais, le deuxième, 100 mètres plus loin, il fait exactement la même chose. Hein. Vous dites, qu'est-ce que tu fais? Je construis une cathédrale. C'est-à-dire que vous êtes capable de concevoir votre tâche et de la resituer dans un tout qui vous dépasse. Voilà. Donc, c'est ça, faire partie d'une ville, le sens de la cité, ça va être ça. Alors, ces villes actuelles, les collections se faites par le numérique. Regardez comment les Chinois représentent ça. Ça, c'est la structure sino-singapourienne à Guangzhou. Guangzhou, c'est à côté de Hong Kong, de Singapour, pardon. Et ils représentent les technologies dures, c'est l'arbre, c'est les branches de l'arbre. Mais les feuilles de l'arbre, c'est les systèmes humains. Et c'est toujours la pensée chinoise, elle est circulaire. Hein, et elle est circulaire, il la représente avec un ruban de Moebius, c'est-à-dire
l'endroit devient l'envers, l'envers devient l'endroit, et ça tourne sans arrêt. Donc c'est une évolution. Alors qu'est-ce qui faisait? Alors je me réfère, ça c'est un bouquin formidable, je vous conseille de le lire, mais il est très bien traduit en français. En anglais, il est un petit peu dur à lire, c'est de l'anglais de haut niveau. Donc c'était ce qu'on appelait la croissance organique. C'est-à-dire c'était des villes sans architecte. Il n'y avait pas d'urbanisme, il n'y avait pas de but préconçu. C'était un système de résolution de problèmes. Vous visitez une ville ancienne, que ce soit Carcassonne ou Fès au Maroc, vous demandez là, pourquoi il y a cette espèce de petite ruelle, cette espèce d'encoignure, etc. Alors, on vous dit, ah oui, mais ça, c'est parce que les gens... Parce qu'on l'a fait parce qu'il y avait un problème à résoudre. Et ce n'est pas une coquetterie d'architecte. Et chaque fois, c'est une évolution de besoin en besoin, d'opportunité en opportunité, dans une série d'adaptations qui deviennent de plus en plus cohérentes. Donc ça a été très très bien étudié. Il y a les travaux de Lewis Mumford, il y a les travaux de Chris Alexander en systémique, etc. Et tout ça donne quelque chose qui est beaucoup plus unifié, beaucoup plus cohérent que s'il y avait un plan géométrique préformé. Si vous connaissez Fès, où il y a des petites ruelles dans tous les coins, c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui ait fait un plan de ça. Et Carcassonne, bon, peut-être, non, mais il y a des tas de petits machins, c'est pas possible. Voilà. Autre élément, c'est la démocratie directe. Alors la démocratie directe, elle naît en Russie, ça on l'oublie toujours, c'est le Vietche. Le Vietche, c'est l'assemblée du peuple, qui est un peu l'équivalent aujourd'hui en Suisse alémanique, le Landsgemeinde, où tout le monde se réunit et on vote à main levée. Alors si vous avez vu le film magnifique d'Eisenstein, Alexandre Nevsky, vous savez, quand les teutons arrivent, on sonne la cloche pour assembler le peuple et on met les boyards en accusation qui veulent déjà trahir. Donc, quand il y avait quelque chose à délibérer, on sonnait la cloche et le peuple s'assemblait. Il pouvait décider de recruter un prince. Vous voyez dans Alexandre Nevsky, ils vont faire Yaroslav Alexandre, ils vont chercher le prince Alexandre. Et si le prince ne convient pas, il est viré. Il est viré. Donc, c'est l'assemblée du peuple. Et la cloche, c'est celle de Pskov, c'est le pays de la démocratie directe, c'était Veliki Novgorod et Pskov. Alors, celle de Pskov a été détruite par le tsar Ivan III en 1483. Mais c'est resté très vivant dans la culture russe, le principe d'auto-organisation. Et quand le servage a été aboli, en 1861, le principe, c'était qu'on redonnait la gestion des terres à la communauté villageoise. C'était le Mir et les Ebsbo. Donc c'est très présent et justement, on essaye de travailler là-dessus en Russie pour compenser ce siècle horrible qu'a vécu la Russie, totalement sous la domination d'un État central, pour combiner un État qui a une pensée stratégique, ce qu'il a aujourd'hui, mais qui est capable de stimuler l'innovation au niveau local. Donc voilà ce qu'est une ville intelligente. Alors, comment on fait les règles de gestion. Alors, ce que l'on a observé et qui se vérifie, c'est que, voilà, ici vous avez une bissectrice entre l'efficience de la ville et la croissance de la ville. On observe que le coût des infrastructures croît de manière sublinéaire. C'est-à-dire, le kilomètre d'infrastructure supplémentaire va coûter 25% de moins que le kilomètre précédent. Alors, c'est très important, que ça va vouloir dire qu'il est toujours plus rentable d'accroître une ville que d'en construire une nouvelle. D'où la croissance incontrôlée des villes aujourd'hui avec les mégalopoles. L'autre élément, c'est que l'efficience de la production de la ville, elle est supralinéaire, c'est-à-dire que le kilomètre de ville supplémentaire, il sera 15% plus efficient, plus efficace, il va créer plus de richesse que le kilomètre précédent. Alors tout ça, ça va nous amener à conclure qu'il faut mieux accroître la ville. Oui, mais cette efficience, elle va être efficiente dans tout, en pollution, en criminalité,
en trafic de drogue, plus la ville va grossir, et on va voir que plus elle se décompose en sous-villes. Il y aura des quartiers, voilà, il y aura le quartier délinquant, il y aura le quartier chicos, voilà. Donc, cette histoire de croissance de la ville, ça, ce sont des scientifiques du Santa Fe Institute en Californie, qui est un excellent institut de modélisation des systèmes complets. Ils ont compilé toutes les datas de toutes les villes. Bon, des villes développées, pas développées, etc. Et donc, la conclusion est la même. Si on ne fait rien, la ville va croître. Alors vous voyez l'importance de ces conclusions aujourd'hui, parce que l'enjeu, revenons à la géopolitique présente, c'est la croissance urbaine de l'Afrique. D'abord, globalement, au niveau mondial, on va passer les 70% de population urbaine. Bon. Donc, ça veut dire que la ville devient un problème. Vous liez ça au problème énergétique, c'est-à-dire si les pays émergents adoptent le même mode de développement qu'on a adopté nous, eh bien, sur les énergies fossiles, tout simplement, ça passe pas. On tombe dans une impasse. Bon. Et puis après, il y a les problèmes sociaux. Regardez la croissance démographique de l'Afrique, c'est terrifiant. Regardez Lagos, regardez toutes ces villes, parce que l'Afrique noire, le Maghreb a fait sa transition démographique, mais pas l'Afrique noire. C'est la transition démographique, c'est quand on arrive en gros vers 2,1 pour le remplacement des générations. Et donc, ça prend 30 ans, une transition démographique. D'abord, il faut on voit que la mortalité infantile diminue. Donc, les mères voient que les enfants ne meurent plus, donc il n'y a plus besoin d'en faire 7. Moi, j'étais au Bangladesh, le planning familial, c'est de dire aux gens combien tu as de chaussures. 2 chaussures. Pareil, les enfants, c'est pareil. 2 enfants, ça suffit. Voilà. Pas 7. Oui, mais 7 parce qu'il en reste. Regardez, Bach, il a eu 15 enfants, il en a 3 qui ont survécu. Donc on faisait. Voilà. Et donc, ça prend. Le temps qu'on se rende compte que c'est plus la peine d'avoir que 7 enfants, ça prend 30 ans. Ça, c'est incompressible. C'est une génération. Bon. Donc l'Afrique n'a pas fait sa transition démographique, donc la population va continuer à croître et risque de s'agglomérer dans les villes. Alors comment on va gérer ça? C'est vraiment un problème. Alors, on peut intégrer, ça c'est la partie un peu scientifique, parce qu'en même temps, oui, j'insiste là-dessus, en même temps la ville, c'est quoi la ville? La ville, elle crée des synergies, elle rapproche les gens. Hein. Moi, dans mon trou, là, à Samoin, je vais tout seul, il y a un habitant, là où j'habite. Mon voisin, il est bûcheron. Bon, pour avoir des conversations académiques, c'est limité, là. Aujourd'hui, on parlait, là, de faire la gnôle, etc. Bon, c'est très sympa, quoi. Mais je ne pourrais pas vivre là tout le temps. Voilà, je pourrais peut-être vivre là parce que j'aurais mes réseaux numériques, etc. Donc, j'ai besoin de la ville. C'est par la ville qu'on rencontre des tas de gens, qu'on crée du business, etc. Voilà. Donc, il y a en même temps besoin de la ville, mais en même temps, la ville pose de nombreux problèmes. Alors, comment mesurer ces lois de la croissance? Alors, il y a une première loi, vous la connaissez peut-être, elle est plus connue, c'est la valeur des réseaux. C'est-à-dire qu'un réseau est égal au carré du nombre de ses composants. Plus vous êtes nombreux, plus le réseau va être performant. C'est des lois qui sont appliquées au réseau informatique. Hein, Y égale X2, c'est linéaire. Mais alors, ce qu'on observe, ça va s'appliquer au réseau informatique, typiquement. Mais au système humain, au système vivant, ce qu'on observe ça c'est les études historiques, hein, c'est que les interconnexions réelles entre les habitants vont diminuer avec la distance. Hein, c'est ce qu'on appelle, on se connecte plus avec ce qui est proche qu'avec ce qui est lointain. Donc, si la ville grandit, on va se reconnecter, on va recréer des quartiers, des sous-ensembles. De l'autre côté, il y a cette loi que je viens de vous montrer, de ce chercheur américain, West et Bettencourt, et l'autre loi qui vient aussi tempérer ça, c'est la loi de Zipf, qu'on peut résumer par la formule « les grosses villes mangent les petites ». C'est-à-dire les villes moyennes vont être banlieusisées par les grandes villes. Le cas typique, c'est Le Mans en France. Il y a eu le TGV, Le Mans, alors on sait très bien, pour l'habiter. Le Mans se transforme en banlieue, avec des problèmes de délinquance, de banlieue. Voilà.
Donc mettre un TGV, ce n'est pas une solution à tout. Vous créez des liens, mais on n'a pas réfléchi, on n'a pas modélisé ce que la création de ces liens va créer. Et par ailleurs, on détruit des liens dans les territoires, hein, et là, on tue la vie. Hein. La décision de fermer une gare, j'ai une étudiante qui avait dans sa thèse, elle avait étudié ça sur les TER. Le territoire où il y a une gare, il y a un seul passager chaque jour. Voilà. Bon. Vous allez, si vous raisonnez sur le plan typiquement économique, vous allez dire c'est pas rentable. Bon. Mais la décision, c'est pas ça. Quel est l'impact de cette gare sur le développement du territoire? Hein. Si je le ferme, c'est irréversible. C'est comme quand vous fermez l'école dans un village. Vous refermez l'école, vous remplacez par une maison de retraite, le village est mort. Hein. Les maisons de retraite, ils ne vont pas faire beaucoup de bébés. Hein. Bon. Donc, il faut, voilà, comment on va repeupler le territoire. Vous avez de très belles réussites, le Jura. Le Jura fait une renaissance en gérant très bien sa politique touristique, qui n'est pas du tout comme en Savoie, surtout en Savoie. Hein. La Tarentaise, 360 000 lits froids. Lits froids, c'est 4 semaines d'occupation par an. Hein. Donc, et par contre, le coût des infrastructures, vous le supportez 12 mois sur 12. Hein. Et donc, ça ne crée rien. Le Jura, ils ont gardé leur petit village, etc. Ils ont des beaux gars bien montés, etc. Il y a des jolies nanas qui sont venues faire du ski de fond. Elles se sont mariées avec des beaux gars, ça a refait des bébés. Et les écoles rouvrent. Les petites écoles rouvrent dans les villages de 200 habitants. Ça c'est le territoire lui-même, l'écosystème qui absorbe la richesse venue de l'extérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que cette complexité? Donc, plus je crée des liens, plus ça crée de la complexité, plus les choses s'interconnectent, plus j'ai du mal à comprendre ces interconnexions. Alors, il y a un regard historique, un bouquin aussi, mais il est traduit en français aussi, L'effondrement des sociétés complexes. C'est un ethnologue, archéologue américain, Joseph Taiter, qui a montré que les sociétés traditionnelles, les empires traditionnels, se sont effondrés quand par la croissance, ils avaient créé une complexité qu'ils ne pouvaient plus maîtriser. Et la seule solution, c'était de réduire la taille. Exemple, aujourd'hui, c'est Détroit, aux États-Unis. Cette énorme ville créée pour un type d'industrie, l'automobile, qui disparaît. Ça crée une complexité qui ne crée plus de valeur qu'on ne sait pas gérer. Qu'est-ce qu'ont fait les Américains qui n'y vont pas avec le dos de la cuillère? Et la ville qui faisait ça, eh ben, je la réduis à ça. Voilà. Et on laisse tomber le reste. Et ce qui est intéressant, c'est que pour cruelle qu'elle soit, la décision de laisser tomber le reste, il y a des tas d'innovations sociales qui se produisent dans le reste, où il n'y a plus de... alors ça peut être le règne des gangs, hein, ça ne veut pas dire que c'est très bien, mais il y a des endroits où là, il y a de la population qui s'est réapproprié le système. Alors, on peut représenter ça de la manière suivante. Il y a une bonne complexité entre moi et mon voisin bûcheron, et puis moi, perdu dans une ville de 10 millions d'habitants, il y a un bon niveau de complexité. Donc, j'ai besoin d'interconnexion. J'ai besoin qu'on crée de la complexité. Mais il y a un moment où cette complexité aura plus d'effets négatifs que positifs. Hein, où il y aura plus de délinquance, où il y aura plus d'anonymat, où il y aura plus de stress, il y aura plus d'angoisse, etc. Donc, il faut trouver la bonne taille. Alors, la question, c'est quelle est cette bonne taille? Alors, si je combine ces lois, par exemple, les Chinois, ils en ont tiré la conclusion qu'il fallait faire des clusters de villes. C'est-à-dire, ils vont dire, on va faire des villes de 500 habitants et elle ne grandit pas, mais on crée une autre ville de 500 habitants, de 500 000 habitants, etc., etc. Et on va les connecter entre elles. On va faire des grappes de villes, des grappes de villes moyennes. Ce qui a été étudié par un grand économiste français, Paul Béroc, et qui est confirmé d'ailleurs aujourd'hui par les gens du Santa Fe Institute, c'est qu'il y a dans la croissance de la ville, vous voyez ici, l'axe des ordonnées représente les bénéfices sociaux et l'axe des abscisses, l'instabilité de la ville, donc les externalités négatives. Vous voyez qu'il y a jusqu'à un certain point, qui est représenté par growth, G+, vous avez une zone de rendement croissant, dire la croissance de la ville est bénéficiaire. Après, accroître la ville ne va plus vous apporter de bénéfices, et puis il y a un moment où vous allez créer de l'instabilité et la ville sera plus contrôlable.
Alors ça, typiquement, c'est Rio de Janeiro. Il y a deux exemples en Amérique latine très intéressants. C'est Rio, où ils ont essayé le problème des favelas. Les favelas, c'est typiquement un tissu urbain informel et totalement incontrôlé. Bon. Ils ont voulu le reprendre avec des... Vous savez, ils ont le BOP et le bataillon d'opérations spéciales, c'est des gens, bon, ils entrent dans les favelas et ils flinguent les trafiquants. Bon, très bien. Mais ce qu'ils n'ont pas fait, c'est réimplanter les services publics. Et donc recréer de la vie. Et donc, quand ils se sont tirés, ils ne peuvent pas être là tout le temps à flinguer tout le monde. Ça, c'est absolument... les gangs ont repris le contrôle de la ville. Oui, le schéma inverse, c'est Medellín. J'ai rencontré le maire de Medellín l'an dernier à Casablanca, c'est passionnant. Hein. En 12 ans, il a repris le contrôle sur la ville. Alors, avec le gouvernement, pareil, il faut bien passer par une période de liquidation physique des cartels de la drogue. Il a profité de la paix avec la guérilla. Et il a désenclavé les quartiers. Il a créé les téléphériques, les cable cars, les machins, les télécabines. Parce que Medellín, c'est une ville de montagne, hein, où il y a des tas de quartiers isolés. Il a remis la ville il a créé de la synergie, hein, pour que les quartiers pauvres ne soient pas qu'avec les pauvres, les riches qu'avec les villes. Il a mis tout ça en connexion. Il a mis tous les gamins à l'école, avec l'uniforme, le salut au drapeau, l'hymne national, distribution des prix, etc. Bon. En 12 ans, il en a fait une ville innovante. Medellín, c'est une résurrection extraordinaire. Mais parce qu'il a recréé de la vie. Il faut reconquérir. Nous, c'est ce qu'on doit faire, hein. On sait très bien, les sales types qui foutent le bazar, on le sait, il y en a 7000. Hein. C'est un peu, je suis officier de réserve de gendarmerie, c'est un truc que je connais bien. Il y en a 7000, il faut les prendre. Alors, on dit, voilà, vous allez couper des arbres en Guyane, c'est très intéressant. Voilà. Mais après, il faut recréer de la vie. Il faut recréer de la vie. Hein. Créer des opportunités, mais des opportunités que les gens créent par eux-mêmes. Hein. Ils s'approprient les trucs. Ce qu'on est en train de faire à l'Anse, ça va marcher. Bon. Donc, alors... la valeur cible pour un pays développé, ça c'était calculé de manière empirique par Paul Béroc et les résultats convergent totalement avec les résultats des gens du Santa Fe. En gros, c'est 600 000 habitants. Au-delà de 600 000 habitants, vous ne contrôlez plus rien. Donc, il faut faire des villes moyennes. Donc, ce qui veut dire ce qu'on est en train de faire, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Vous voulez faire des grands machins pour être world class, the global cities, tout ce qu'étudie Saskia Sassen. C'est très très bien, Saskia Sassen, une sociologue américaine qui fait un rapport chaque année sur la Global City. Le but des maîtres du monde, des oligarques, c'est de faire des réseaux de très très grandes villes et de laisser le reste à l'abandon. Voilà. Clairement, c'est ça. Voilà. Mais c'est le projet de l'Europe. Pardon ? L'Union européenne, c'est ce J'ai pas entendu. L'Union européenne, c'est son projet. Ah bah l'Union européenne, elle est en plein dans les métropoles. Oui, bien sûr. Et le Smart City. Ouais, bien sûr. Bah, dès qu'il y a une connerie, l'Union européenne n'est pas la dernière. Alors, cherchons un peu les métriques. Comment va-t-on mesurer ça ? Il faut bien avoir des indicateurs matériels pour savoir ce que c'est qu'une ville pertinente. Bon, regardons les externalités négatives. Ce qu'on constate, c'est qu'elles sont plus que proportionnelles à la taille. Hein. Les externalités, je rappelle, l'effet de externalité, c'est les effets induits non désirés. Vous n'avez pas calculé, mais ils arrivent sans que vous les attendiez. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Donc, c'est le stress. Là, vous avez le schéma du stress, hein, qui est... Alors là, vous avez petite ville, agglomération de Paris. Alors, ne serait-ce que les maux de tête. Tac, le mot de tête. Insomnie, troubles digestifs, état dépressif. Bon. Et ça, c'est trois facteurs que vous allez corréler, qui sont corrélés, avec les maladies cardiovasculaires et avec l'occurrence du cancer. Voilà. Donc, c'est des indicateurs de mauvaise vie. Je le donnerai après. Hein. Les déplacements journaliers. Alors, si j'étais au Mexique, il y a 24 millions d'habitants. Le temps de transport moyen est de 4 heures par jour. Alors, supposons que la moitié se déplace, 10 millions, ça fait 40 millions d'heures passées dans les transports. Pendant ces heures, vous ne travaillez pas, vous vous énervez, vous polluez,
vous êtes dans la pollution et vous ne vous occupez pas des gamins. Donc, ça, À Mexico pardon? À Mexico City Mexico City, oui, oui, oui. Alors, Paris, ça c'est le temps moyen. Le temps moyen dans l'unité urbaine de Paris, vous voyez, c'est 70 minutes par jour. C'est moyen, ça veut dire que si vous prenez je sais pas la médiane, hein, mais si vous prenez les extrêmes, il y a des gens qui vont faire des temps beaucoup plus larges et plus longs, et ça sera naturellement corrélé au niveau du revenu. Moi, je vois dans l'administration publique, où il faut bien venir à un ministère, plus on diminue dans les basses catégories de fonctionnaires, plus les gens habitent loin, plus ils passent de temps dans les transports. Bon. Donc, ça, c'est un problème clé. On n'a jamais intégré le transport, domicile, lieu de travail dans la conception des bâtiments. Ça, c'est mes anciens bureaux. Quand je travaillais à Bercy, vous voyez, Bercy, c'était ces énormes machins, là. Hein. Alors, c'est 7000 personnes qui viennent travailler chaque jour. Donc, 70 minutes, 1h10 de transport par jour. Alors ça, vous voyez ce qui se passe dans la journée. Ça ne veut pas dire du tout que les gens ne travaillent pas. Mais ça veut dire que c'est un énorme champ de tir. Pour ça, j'ai mis les gens au bout, là, pour installer une MG42, je transformer ça en champ de tir. Mais tout le monde est dans sa cage à poules. Il n'y a pas d'espace, ce n'est pas Google, hein, où on vous met des tables de ping-pong pour que les gens interagissent, parce que c'est quand vous interagissez que vous avez des idées. Non, là, on est en train d'éplucher le dossier de la Bettencourt, etc. Bon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, il n'y a pas d'interaction. Donc pourquoi les gens viennent? Ils vont sortir à midi, ils vont aller à la cantoche, à la rigueur, prendre un café, fumer une clope avec les copines, les copains, voilà. Mais ça n'a absolument rien de créatif. Et aujourd'hui, avec les technologies de l'information, vous pouvez créer des unités décentralisées. Vous n'allez pas, bien sûr, c'est pas du télétravail, hein. Vous n'allez pas rentrer chez vous avec le dossier de Mme Bettencourt dans le métro. Non, on peut avoir des unités sécurisées, enfin, les coffres-forts sont gros comme ça. Bon, vous pouvez avoir des unités spécialisées, décentralisées, et que vous allez, toc, 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 organiser un petit peu tout autour de Paris. Bon, donc, quand vous concevez un immeuble, une zone, il faut que vous calculiez qu'est-ce que ça va intégrer comme déplacement. Parce que si ça suppose du déplacement, déjà, vous avez des frais d'infrastructure, vous avez des frais d'énergie, vous avez de la pollution. Donc il faut... Ça, c'est totalement nouveau. Hein. Ça, c'est une science nouvelle sur laquelle on est en train de travailler. C'est les nouvelles méthodes de calcul des coûts complets. Les Américains, je ne l'ai pas là, mais vous trouverez ça dans le bouquin, ont calculé l'effet induit par la rénovation des infrastructures aux États-Unis. Vous savez que depuis l'époque Reagan, etc., on a dit, bon, l'argent public, il ne faut pas le dépenser, donc on a arrêté de moderniser les infrastructures. Donc vous avez des routes avec des nids de poules, etc., les canalisations d'eau fuient, etc. Alors ils ont dit, voilà, ce que ça coûte aujourd'hui, on perd tant de litres d'eau, les litres d'eau, il y a bien des gens qui les payent, et ça c'est facturé aux ménages et aux entreprises. L'état des routes, il y a bien quelqu'un qui les paye, etc. On refait tout ça, ça coûte tant. Mais ce n'est pas des coûts, c'est des investissements. Ça crée des jobs, donc ça résout une partie du problème du chômage. On ne va pas refaire ces installations exactement comme on les avait fait. On va mobiliser de nouvelles technologies, donc ça va être un levier d'innovation, et ça va améliorer la compétitivité de l'industrie américaine, et donc la conquête des marchés étrangers. Ils ont tout chiffré. C'est l'association des ingénieurs civils américains ont fait un travail très très intéressant. Donc, pour ce qui est de la pollution, de l'énergie, il y a un théorème fondamental, c'est que l'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas. Voilà. Donc, il faut se poser la question, est-ce qu'on a besoin de consommer cette énergie, quelle qu'elle soit? Voilà. Donc, l'énergie, au sens large, les transports, la pollution, les déchets, c'est comment on organise l'architecture des flux. Une ville, c'est des flux. Hein. Tout système humain, c'est des flux, des choses qui se déplacent d'un point A à un point B, qui passent par un nœud central, qui répartit les choses. Bon. Donc, il faut se poser la question, est-ce que ce flux, c'est un bon flux, ou est-ce que, donc il génère des externalités positives, ou c'est un mauvais flux qui génère des externalités négatives? Est-ce que ce déplacement, il est nécessaire? Alors vous aurez les deux. Hein. Si je vais à l'université, c'est à la fois
je vais dépenser de l'énergie, mais en même temps, je vais créer de la valeur parce que je crée de l'intelligence. Mais peut-être que je ne suis pas obligé d'aller chaque jour en voiture à l'université. Je peux avoir des moments de rencontre physique. Il y a les MOOC, il y a des tas de choses, il y a des cours à distance, il y a des masters en ligne. Moi, j'avais développé des masters, un master partiellement en ligne. Partiellement en ligne, parce que moi, je pense qu'il faut toujours avoir des relations physiques. On ne peut pas vivre que de relations textuelles. Hein. Enfin, il faut quand même se voir, se toucher, manger ensemble, boire un coup, c'est important. Donc, on évite des déplacements à long terme. Et c'est gagnant pour tout le monde, parce que l'université, du coup, elle accroît sa zone de chalandise. On peut avoir des élèves dans toute la France, même si on est à Marseille. Hein. Ça marchait très très bien, ça. Bon, quels sont les bons flux? Donc il faut se poser la question. Qu'est-ce que ça génère comme déchets, ce que je produis? Et comment je vais recycler ces déchets? Tout déchet devrait avoir un plan de recyclage. Un plan de recyclage qui n'est pas une charge, mais qui, dans la perspective de l'économie symbiotique, serait une ressource pour un autre cycle de production. L'exemple, c'est le nucléaire, les déchets haute activité vie longue, dont on ne sait toujours pas quoi faire. Ça, si vous prenez les centrales au thorium recyclent ces déchets. Et il n'y a plus de déchets ultimes. Donc, parce que la technologie, elle évolue sans arrêt. Donc, il faut à chaque fois reconcevoir ces architectures. Alors, cette histoire d'intégrer les externalités dans les coûts, si vous regardez, moi je suis historien, donc je regarde toujours l'histoire. Ça date de 1920. C'est Arthur Cecil Pigou, c'est un économiste anglais qui avait déjà développé ce besoin d'intégrer les externalités dans les calculs de coûts. Voilà, je vous ai parlé de Mexico, voilà l'exemple. Et regardez cette affiche extraordinaire du 1er mai 1906. 1er mai 1906, c'était les grandes manifestations ouvrières pour les journées de 8 heures. 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil. Est-ce qu'on les a aujourd'hui? On est très très loin. Très très loin. D'abord, personne n'a 8 heures de sommeil. C'est quasiment impossible. 8 heures de loisirs, ne rêvons pas. Il faut passer votre temps dans 8 heures de travail. Alors vous avez un peu moins de 8 heures de travail, mais enfin bon. Après, il faut voir la qualité du travail avec la prolifération des jobs à la con, des réunions qui ne servent à rien, etc., qui ne produisent pas de l'épanouissement. Donc, en termes d'idéal de civilisation, vous voyez qu'en un siècle, on n'a pas progressé. On a plutôt régressé. La qualité de... Un exemple. Le transport. Je vous ai parlé du transport pour les gens de catégorie sociale du bas de l'échelle. Parce que je voyais fonctionner ça au ministère. C'est des gens, des femmes, généralement. Alors, vous avez le problème de la monoparentalité. Alors, les femmes, le type s'est tiré, les a laissés avec les 3 mômes, bon, classique. Alors, il faut qu'elle aille à la crèche le matin, à l'école, porter les 3 gamins. Donc, elle n'est pas au bureau avant 10 heures. C'est là que ça veut dire 2 heures de transport. Elle habite à Perpète dans un HLM où on a bien voulu lui en donner un. Il va falloir qu'elle reparte à 4 heures, parce que si elle n'est pas là à 6 heures, on met les gamins au commissariat de police. Bon. Alors, elle rentre après dans son quartier. Les quartiers maintenant, les quartiers populaires, ils sont complètement dévastés par la délinquance, c'est-à-dire que vous n'avez plus de vie sociale. Avant, vous causiez, Madame Michu, comment ça va, etc. Bon, maintenant, vous vous faites agresser. Donc, vous rentrez chez vous, et chez vous, qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste les télépoubelles, le TF1, etc. Donc, ouais. C'est un système global d'abrutissement et de contrôle social. Donc, la vie sociale s'est profondément dégradée. Là, on est en train de travailler à Lens sur les corons. Les corons, alors, vous pouvez dire, ces corons, c'était pas gay, la vie était rude, la vie des mineurs, mais ils avaient la petite baraque, le jardin devant, le jardin derrière, et on se tenait devant, et tout le monde se parlait. Il y avait une vraie vie sociale. Et on est en train de voir comment on peut récupérer cet habitat des corons dans un nouveau contexte. Mais quand vous êtes dans votre HLM à 2 heures de transport, il n'y a plus de ça. Vous êtes totalement isolé, totalement dépressif, d'où la violence, les suicides, les meurtres, les drames familiaux, etc. Voilà. Alors, le territoire effectif. Alors vous dites, voilà, j'ai une belle ville verte, regardez, t'es à Paris. Là, on a mesuré, c'est un bureau d'études qui a fait ça, Énergie Demain, les émissions liées au domicile, au déplacement du domicile de travail par actif au lieu de résidence, émis au lieu de résidence. Voilà.
Donc, ah, Paris, c'est super, il y a les vélos de Madame Hidalgo, c'est une belle ville verte. Hein. Regardez tout autour. Comme vous avez rejeté les populations, les classes laborieuses, tout autour, voilà. Et toutes les villes, pareil, Toulouse, Bordeaux, Nantes, on dit, bah, Mantes, la Smart City française. Marseille, c'est pollué partout. Ça, bon, voilà. Donc, vous avez, il faut intégrer la pollution importée. C'est l'histoire du vélo, tiens, voilà, on pose l'histoire du vélo de Madame Hidalgo. Là. Tiens, l'impact de la fermeture des voies sur berge. Ah oui, on le voit, là, non? Bon. Là, vous avez le centre de Paris. Hein. Donc, vous avez les effets positifs. Donc, vous avez les beaux quartiers et puis les halles. Donc, le quartier Bobo. Bon. Et les autres. Alors, la Hidalgo dit, il va y avoir une évaporation de la circulation. J'ai jamais vu une voiture s'évaporer. Bon, ben non, elles sont passées dans l'Est, dans les quartiers populaires, par des embouteillages sur le long des autoroutes. Voilà. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée. Voilà. Donc, il faut, à chaque fois, si on voulait travailler sur la fluidité de la circulation dans Paris, c'est faire un schéma globalement des flux de circulation, voir quels sont les bons vecteurs de transport appropriés, travailler sur l'intermodalité. Si vous ne voulez pas que les voitures rentrent dans Paris, il faut faire des parkings, hein, tout simplement, des parkings où les gens posent leur voiture et prennent un autre mode. Mais ça n'est pas possible. Alors, pour terminer, comment on va modéliser ça? Alors, les outils ne font jamais sens en eux-mêmes. Hein. Quand on vous dit outil intelligent, vous n'allez pas dire de votre marteau qu'il est intelligent. Hein. C'est vous qui lui donnez une finalité. Si vous fracassez le crâne de votre belle-mère avec le marteau, vous n'allez pas dire c'est la faute du marteau. Donc, c'est vous qui lui avez assigné une finalité. Donc, il n'y a pas d'outil intelligent. Et c'est comme la manière dont on intègre ces outils qui va créer de l'intelligence. Alors, voilà, ça c'est des méthodes qu'on développe, qui marchent très très bien. C'est la méthode en triangle. On part du sommet et on se pose des questions stratégiques. Hein. Quelle est la raison d'être de la ville? Si c'est une ville nouvelle, bon, c'est clair. Pourquoi je fais une ville nouvelle? Si c'est une ville déjà bâtie, elle a peut-être une raison d'être qui est totalement différente de la raison d'être de sa fondation, qui peut être il y a plusieurs siècles. Donc, je vais avoir cette réflexion avec les parties prenantes. Cette ville, elle a un certain nombre de fonctions, fonction habitat, fonction transport, fonction loisirs, etc., qui est nourrie par des outils. Hein. Voilà, avec des gens intelligents qui sont capables de faire travailler les outils, sauf que là, on va dire, est-ce que l'intelligence des gens, c'est la capacité à s'approprier les outils? Or, je ne sais pas si vous travaillez en entreprise, pour certains d'entre vous, vous avez sans doute entendu, quand on vous fait de la conduite du changement, on va vous dire les gens sont trop bêtes pour s'adapter aux outils. Mais non, ce n'est pas à vous de vous adapter aux outils, c'est aux outils de s'adapter à vous. Est-ce que cet outil correspond à mon ergonomie, à ma manière, à mon intelligence, à ma manière de faire les choses? Voilà. Ça, c'est les arguments des marchands. Ils culpabilisent les gens de leur méthode. Alors, la difficulté, je passe directement à celle-là, on verra plus. Dans une ville, vous avez deux types de domaines, de fonctions. Vous avez les fonctions soft, les fonctions hard. Les fonctions hard, c'est facile, c'est celles que vous pouvez mesurer avec les lois de la physique. Le logement, l'industrie, l'épuration, l'eau, l'énergie, le travail, le transport. Bon. Et puis, vous avez ce qui fait la vraie vie. Les services publics, la santé, la vie civique, les loisirs, l'éducation, l'intégration sociale, l'échafaudage institutionnel, la vie sociale, etc. Et votre ville, elle va naître, l'intelligence de votre smart city, elle va naître de l'interaction de ça. Bon, vous allez me dire, oui, présenter comme ça, c'est facile. Sauf que aujourd'hui, le business, il est ici, parce que ça, vous le vendez. Tout ça, tous ces artefacts matériels, vous les vendez. Vous avez des entreprises qui vendent ça. Hein. Même s'ils vendent ça, c'est déjà une source d'innovation considérable. Hein. Bon, mais de l'autre côté, ça, vous ne le vendez pas. Il n'y a pas de marché pour ça. Il n'y a pas de marché pour le bonheur, il n'y a pas de marché pour la vie bonne, etc. Donc, ce qui montre qu'on a besoin de développer de nouvelles sciences qui sont l'intégration système. Comment j'intègre ces systèmes hétérogènes? Hein. Quand vous discutez avec une entreprise ici, les entreprises ne sont pas du tout idiotes. Hein. L'entreprise, en même temps,
elles doivent vendre. Donc, si elles tombent sur un imbécile qui achète sans réfléchir, elles vont vendre. Elles ont des emplois. Bon, mais si on leur explique que la valeur de leurs produits va naître de l'interaction avec les utilisateurs, elles sont très intéressées, parce que ça améliore leur capacité d'avoir une offre industrielle pertinente. Alors, comment on fait? Ça, c'est, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est les démarches ascendantes. Hein, c'est exactement comme au Moyen-Âge. Ça a été fait par un autre urbaniste, c'est Christopher Alexander, qui montre que la ville, c'est un petit peu comme en philosophie chinoise, on dit pour faire grandir une fleur, on ne tire pas sur la tige. La logique occidentale, c'est de tirer sur la tige. Les Chinois, ils vont travailler autour de la fleur pour créer les conditions pour que la fleur pousse par elle-même. Donc là, c'est pareil. Parce que vous allez créer de l'interconnexion, parce que vous allez créer des processus de résolution de problèmes entre les gens, parce que vous allez faire du comportement quotidien une création d'informations et une création de sens, les choses vont se mettre en place de manière ascendante. Hein. C'est ce qu'en jargon on appelle la démarche bottom-up, ascendante, contre les démarches top-down, planification du centre. Bon, les modèles, je passe. Voilà, c'est ça, on va jouer au cube. Hein. On a des tas de cubes et on va essayer de voir comment tout ça s'intègre. Quand vous jouez au cube, vous savez que vous avez un nombre qui n'est pas forcément fini de cubes qui ont des formes standardisées que vous allez retrouver partout. Mais avec ces formes standardisées, vous pouvez créer un infini de configurations. Donc, et c'est par tâtonnement. Vous allez choisir ce qui vous convient. Alors ça, c'est un exercice qu'on avait fait à la Poste, par exemple. La Poste, ils m'avaient commandé un truc où leur réflexion, c'était de dire le métier de la Poste, c'est plus le courrier, c'est le lien. Parce qu'il y aura de moins en moins de courrier. Il y a des paquets, mais il y a de moins en moins de courrier. Donc, comment concevoir un rôle à la Poste? Alors, ça, c'est un exemple d'intégration système. C'est la boîte aux lettres multifonction. C'est une innovation technologique en même temps, hein, parce qu'elle a une fonction de base qui est de recevoir son courrier, mais on sait très bien maintenant lui faire recevoir un recommandé en son absence. Vous pouvez poster votre courrier sans se déplacer. Le trajet, alors ça c'est une contrainte qu'on avait fixée, trajet de 10 minutes sans véhicule à moteur, parce que le but, c'est d'éviter les systèmes, voilà. En Norvège, c'est ça, il faut aller faire quelques dizaines de kilomètres pour aller au bout de la rue pour récupérer son courrier. Bon, moi j'avais même dit, si dans mon bled, là, il faut que je puisse, inférieur à 10 minutes, par tempête de neige, quoi. Faut que je puisse aller chercher mon courrier sous la tempête de neige. Et puis, pour le facteur, il va améliorer la rapidité des tournées, etc., etc. Donc là, on avait créé un objet complexe qui était créateur de valeur. On avait travaillé avec les entreprises, là, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Il y avait le mobilier urbain multifonction, ça je pense que c'était Jean-Claude Decaux. Là, il y avait Legrand. Bon. Et on intégrait, on voyait comment, enfin, on demandait aux entreprises, enfin, qu'est-ce que vous produisez comme cube? Qu'est-ce que vous mettez? Enfin, c'est le principe de l'auberge espagnole. Chacun amène son truc. Et puis, si on veut créer de l'intelligence, c'est la capacité d'intégrer ces cubes pour construire quelque chose qui est une œuvre collective. Donc, on avait fait sortir des fonctions, fortifier le lien social par les nouvelles connexions, optimiser la polyvalence des ressources, énergie et données, etc., etc. Bon, c'est un atelier qui avait très très bien marché. Quand il a été fini, la Poste a fichu à la porte le directeur de l'innovation et ça a donné cette mesure scandaleuse de faire facturer le facteur pour aller dire bonjour aux petits vieux. On avait un truc intelligent. Mais c'est pas pour ça que... Alors ça, c'est autre exemple à Marseille. À Marseille, le problème, on a commencé à faire avec les pompiers, là, le problème de bien vieillir en ville. De plus en plus dans les villes, vous savez que vous avez le problème de la solitude des personnes âgées. Moi, je travaillais avec les pompiers à l'époque. Le problème de la solitude des personnes âgées pose un gros problème de plusieurs ordres aux pompiers. C'est que
les personnes âgées n'ont plus les moyens économiques, physiques et économiques de se déplacer pour aller chez le médecin. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles appellent le 15 ou le 18, plutôt le 18, parce qu'elles savent que c'est les pompiers qui vont venir, que les pompiers sont sympas, qui vont les emmener aux urgences où elles n'ont absolument rien à faire parce que c'est de la bobologie. Ça coûte 300 € la vacation pompier. Donc, il fallait essayer de réduire ça. Autre problème, c'est quand ces personnes, elles meurent seules chez elles. On s'en aperçoit qu'un jour, 3 semaines après, quand ça commence à cocoter assez fort. Bon. Le problème, c'est pour rentrer dans l'appartement, il va falloir casser une vitre. Et on a eu des accidents. Alors maintenant, il y a une manœuvre d'encordement particulier quand vous cassez le carreau, parce que l'odeur est telle que vous faites un mouvement en arrière, et il y a eu des chutes, il y a eu des pompiers blessés comme ça. Donc tout ça, c'est des interventions. Bon, alors, donc on a regardé, on s'est posé la question, c'est une question de systémique, et vieillir en bonne santé dans la ville. Vous voyez, donc je ne traite pas les problèmes un par un. Je vais voir comment je vais intégrer diverses composantes de mon système pour que ça produise vieillir en bonne santé dans la ville. Bon, alors déjà, vous voyez, j'ai 2 sous-systèmes. C'est le quartier et les réseaux de santé. Alors, le quartier, première chose, c'est l'habitat. L'habitat et la relation de travail, le transport, le centre de santé, etc. Bon, par exemple, on avait développé un concept, c'est les aidants naturels. On a tous des aidants naturels et on est tous aidants naturels. Alors, pour une personne âgée, l'aidant naturel, c'est bien sûr sa famille. Mais toutes n'ont plus de famille. Donc, tout le monde peut être aidant naturel. À dire, voilà, madame machin, j'ai vu que vous n'aviez pas ouvert vos volets ce matin, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez que j'aille vous faire vos courses, etc. Mais déjà, vous taillez une bavette d'un quart d'heure, déjà, vous mettez de la bonne humeur dans la journée, hein, c'est pas très compliqué. Et les gens se sentent plus seuls. Est-ce que vous voulez que je vous conduise? Est-ce que, voilà, je fais vos cours, patati patata. Ensuite, réimplanter les réseaux de santé, parce qu'on a fichu en l'air les dispensaires. Et on est en train de fermer les hôpitaux, les petits hôpitaux. Alors, donc, résultat, tout le monde se retrouve aux urgences. Et les urgences sont tous sauf des urgences aujourd'hui. Les urgences, c'est la peine de mort assurée. Hein. Bon. Donc, il faut recréer des petits centres de santé pour traiter la bobologie. La bobologie de premier niveau, les opérations courantes, cancer du côlon d'hôpitaux de 2e niveau, et puis le lourd, c'est la timone, les AVC, les accidents cardiaques, les gros cancers, les gros problèmes. Bon, donc, pour ça, il faut bien sûr que les transports soient accessibles, vous ayez des centres de santé, que les lieux de travail ne soient pas dissociés de l'habitat, etc., etc. Pour piloter tout ça, il faut que j'ai une fonction de pilotage, parcours de santé, que les gens qui travaillent à la fois sur les systèmes territoriaux de santé, vous savez qu'il y avait des SROS, des schémas régionaux d'organisation de la santé, on va planifier, on va définir un territoire de santé en fonction des pathologies, qui n'est pas d'ailleurs, qui ne colle pas au territoire administratif. Hein. J'ai travaillé sur le SROS, le schéma régional d'organisation de la santé de la Bourgogne. L'alcoolisme ne s'arrête pas aux frontières de la Bourgogne. Il y a des frontières qui correspondent à la géologie, à l'activité économique. Et qu'on comprenne le système de vie d'une personne âgée. Si une personne âgée, vous lui donnez les moyens par des trucs très simples et non coûteux, ça ne coûte rien du tout. Voilà. D'aller frapper à Madame Jean, Madame Machin, de lui apporter sa baguette, son croissant le matin, ça coûte rien du tout. Regarde le prix du croissant, c'est tout. Bon. Mais c'est d'une efficacité redoutable dès lors que c'est pensé dans un système qui va les intégrer. Et ça, on peut le comprendre parce qu'on a des fonctions numériques sur support, on a des données, on a des processus modélisés, des processus d'intervention. On peut créer des processus d'intervention spécifiques sur personnes âgées qui tournent avec des logiciels, des réseaux numériques, etc. Voilà. Ça avait été fait avec la direction de la prospective de la ville de Marseille. Voilà, je ne veux pas trop vous casser les pieds avec... Ah oui, je vais des exemples. Comment Il y a 10 minutes. 10 minutes je termine avec les exemples. Voilà. La ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Alors, c'est une ville qui a été totalement détruite en 2011 par un tremblement de terre. Vous voyez, ce qu'il en reste, le centre-ville détruit. Bon. Que dit le gouvernement? Dit, écoutez les amis, on crée une agence centrale
qui va vous reconstruire la ville tip-top avec des grandes avenues, des trucs, voilà, comme on a fait à Lorient, par exemple. Bon. Les gens disent, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ils ont élu une nouvelle mairesse qui a dit, non, 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 on va reconstruire à partir de l'initiative des habitants. Parce qu'il y aura de nouveau des tremblements de terre, parce que la zone est sismique. Hein. Et donc, pour faire face à un tremblement de terre, les réactions des habitants, elles doivent être engrammées dans les processus. Hein. La ville, elle doit être résiliente. Elle doit être capable, la résilience, c'est la capacité de se reconstruire après un choc. Hein. Donc, on va se reposer sur le comportement des habitants. Hein. Donc, adopter une démarche bottom-up. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est assez extraordinaire. D'abord, ils se sont dotés d'un Chief Resilience Officer, 10% du budget de la ville, qui va regarder comment fonctionnent tous les processus de la ville, les relations entre les habitants, pour s'assurer que le tissu social est vivant et qui résistera s'il y a une catastrophe. Hein. Quand il y a une catastrophe, il y a des destructions physiques, mais si le réseau social, si le tissu social, il est détruit, les gens, ils sont là, ils attendent les secours qui ne viendront pas, voilà, parce que je ne vois pas d'où ils viendraient, voilà. Hein. Voilà. Et leur réflexion, c'est les phénomènes sociaux, le sans-abri, la pauvreté, l'inondation, ne sont pas des événements isolés, mais des phénomènes globaux interreliés, hein, et qui constituent une agression contre le système social. Donc comment le système social répond? Alors, on donne le pouvoir aux habitants, ils travaillent, là on a des méthodes avec des post-it de design thinking, on imagine les choses, les gens dialoguent, et puis ils font des scénarios, ah oui, ça c'est bien, oui mais attends, t'as pensé à ça? Et s'il se passe ça, ah non, non, je le rajoute, voilà. Ah, ça c'est très très créatif, c'est très performant, et on va rêver la ville, là on joue avec des Legos, quelle ville vous voulez créer. Alors, le cabinet d'architectes le plus pointu, c'est Jangel, c'est le Danois, c'est celui qui a conçu Copenhague. Si vous connaissez Copenhague, c'est une très très belle ville, très agréable, très bien conçue. Il a toute cette méthode. Alors lui, sa méthode, c'est penser la ville à partir d'un homme qui se déplace à 5 km/h. C'est le piéton. C'est arrêter ces grandes esplanades. Je prenais le train à Lille Flandre. Là, vous avez une espèce de gigantesque esplanade qui ne sert à rien. Quand il pleut, il y a quand même des choses qui arrivent dans le nord. Vous êtes là, sous la flotte, ça ne sert à rien. C'est la réaction contre Brasilia, contre toutes ces grandes rues. Il y avait des grands espaces qui ne servent à rien. Il faut au contraire des petits coins, des petits jardins, des machins, où on peut s'asseoir et causer avec les gens. C'est la ville, ça s'appelle la ville, c'est l'échelle humaine. Le livre a été traduit en français, il y a plein de photos. C'est passionnant. Voilà. Là, ça, on a fait ça en Afrique, en Angola, pour concevoir un système d'approvisionnement en eau potable. Et on est parti d'un système africain qui est l'arbre à palabre. L'arbre à palabre, c'est tout le monde se retrouve sous le gros arbre qui apporte de l'ombre, et puis on va palabrer. Ça peut durer des jours. On soulève toutes les questions, mais une fois que la décision est prise, la décision est prise. Et on a conçu notre système avec les habitants. Et l'analyse fonctionnelle, elle a été faite sous l'arbre à palabre. Et ça a donné un système d'approvisionnement en eau potable. On n'a pas dépensé de devises. On n'a utilisé que des technologies locales. Et comme c'est des gens qui l'ont conçu, ils peuvent assurer la maintenance eux-mêmes. Et maintenant, il y a de l'eau, alors qu'avant, il fallait acheter des $500 000 à des trucs suisses qui ne marchaient pas, parce qu'il fallait appeler le technicien qui venait, etc. Il fallait avoir les devises pour le payer. Donc la question clé, pour finir, c'est j'ai un étudiant qui a une société de conseil, on travaille ensemble au Maroc là-dessus, c'est comment concevoir le gouvernement d'une ville qui n'aurait pas de gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut bien à la fois qu'il y ait quelqu'un qui prenne une décision en haut lieu. Parce que les systèmes purement émergents, c'est que pour les petites unités. Il y a les travaux d'Elinor Ostrom là-dessus. Elle dit au-delà de 15 000, j'ai jamais trouvé, au-delà de 15 000 personnes. Parce qu'il faut qu'il naturellement, il faut qu'il puisse y avoir des interactions. Donc là, au Maroc, c'est un petit peu comme la France, hein, c'est la même culture, hein, c'est un pouvoir central qui prend des initiatives, mais les habitants, ils sont comme à Lens, ils reçoivent le Louvre, quelque chose à la foutre du Louvre. Bon, voilà. Donc, comment l'initiative bottom-up va prendre le relais, hein. Et alors, ça, quand je dis ça aux élus, je disais ça l'autre jour au Maroc, bon, ça surprend toujours, mais le succès d'un maire est de tendre vers l'inutilité. Voilà.
C'est si mon triomphe, c'est mon inutilité. Je travaille aussi pour je fais de la formation de directeurs d'école, je vais faire la cartographie de leur écosystème, etc. Je leur dis à un moment, et qu'est-ce qui se passe si vous vous cassez une jambe? Ah, c'est la catastrophe. Alors je dis, mais est-ce que c'est normal que ce soit la catastrophe? Voilà. Parce que si j'ai bien conçu mon truc, il doit pouvoir continuer à fonctionner. Et c'est même si je suis absent 6 mois parce que je me suis cassé une jambe, parce que j'aurais conçu les méta-règles. Les méta-règles que se seront appropriées les gens. Et du coup, mon rôle de dirigeant, mon rôle de maire, mon rôle de patron, c'est d'entretenir ce cadre institutionnel qui va permettre à l'intelligence des habitants. Voilà, eh bien, donc, conclusion, la ville intelligente, ça coûte moins cher en coût complet. Hein. Il faut être capable d'intégrer ça, donc développer des compétences d'architecture système. Ça, on est en train de développer des formations là-dessus. Et puis la résilience, elle repose sur la démocratie directe. Hein. Pas de représentants, mais de la démocratie directe où je peux interpeller. Si dans la démocratie directe, on va dire les gens racontent des conneries. C'est pas vrai. Parce que dans la démocratie directe, on est imputable de ce qu'on dit. Hein. Vous dites à un gars, là, il est au bar, les Arabes, je le rejette tout à la mer. D'accord. Je te donne les clés du bateau, tu le fais. Ah ben non, oui, non, mais pas Momo, c'est mon copain. Voilà, tout de suite, il y a un principe de réalité qui prend le dessus parce que je sais que ce que je vais faire sera visible et que j'en serai imputable. Donc ça demande bien sûr des processus, un cadre institutionnel, mais en gros, ça, on commence à savoir faire. Voilà. Je vous pose une question rapidement. C'est très bien parce que je ne m'attendais pas du tout à ce genre de... Pas un peu plus fort. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de conférence en fait. Je pensais qu'on allait vraiment parler des systèmes de ville tentaculaires avec des capteurs partout pour mesurer la population. Avec la 5G, ouais. l'électropollution. Transformer en organes sur pattes. Ouais, mais ça, vous le savez déjà. Alors, est-ce que vous pourriez justement, mais c'est très bien, c'est nous qu'il y a des solutions justement qui existent et qui ne sont pas forcément mises en place. Et est-ce que vous pourriez quand même rapidement nous parler de la ville chinoise qui est en train de se passer actuellement en Chine? Alors, la ville chinoise, c'est très intéressant parce que... Actuellement, ils ont mis en place le système de surveillance de la population. Oui. Bon, après, on voit ça sur Internet et on ne sait pas si c'est vraiment... Regardons là-bas. L'histoire de l'urbanisme en Chine, d'abord, il faut comprendre la stratégie chinoise. La stratégie chinoise, 1968, Deng Xiaoping, chat blanc, chat noir. L'important, c'est que le chat attrape la souris. Et puis, il faut qu'en 40 ans, on ait rattrapé les États-Unis. Ce qu'ils ont fait. Et on sacrifie tout à ça. Et on a une logique d'importation de la technologie auquel les Occidentaux n'ont jamais rien compris. Parce qu'ils ont lancé ce slogan, s'ouvrir et se réformer. Tous les nœuds occidentaux disent convertissent au libre-échange. Taratata, ils ne sont jamais convertis au libre-échange. Ils ont appliqué exactement la même stratégie protectionniste que l'Angleterre et les États-Unis. Et ils s'ouvrent pour que la technologie étrangère vienne. Ils font du transfert de technologie en formant des Chinois et après, merci cher ami. Bon. Comment ? Ils ont un ministère de la copie, je crois, non ? Oui. C'est l'intelligence économique. Je fais de l'intelligence économique. Les Chinois, c'est impressionnant. Ils ont compris que l'intelligence, c'est une vraie matière première. Bon. Donc, ils ont fait. Si on regarde les textes qu'ils publient sur leur politique de la ville, il dit on n'a pas du tout contrôlé notre croissance. Et donc, on a copié le mode occidental d'urbanisation. On a fait des grandes villes qui sont absolument invivables. Qui sont polluantes, etc. Bon. Mais dans la logique chinoise, tout problème devient une solution. C'est-à-dire la Chine sera d'ici peu la première industrie de dépollution mondiale. Pour une raison simple, d'ailleurs, c'est qu'on est toujours excellent dans les problèmes qu'on a à résoudre au pays. Voilà. Bon. Un petit peu différent pour les Japonais qui sont devenus exportateurs de motos dans un pays où il n'y a pas de motos. Donc, ils ont développé cette logique. Ils ont sacrifié une partie de leur population. Par exemple, moi, je parlais des terres rares. Les terres rares, c'est un énorme problème. Vous avez le bouquin de Guillaume Pitron sur les terres rares, qui est passionnant, sur les énergies renouvelables. Là, il y a absolument toutes les analyses. Il y a des très très bons bouquins là-dessus sur le mythe des énergies renouvelables, qui ne sont pas renouvelables et qui ne sont pas des énergies parce qu'elles sont intermittentes. Donc, alors aujourd'hui, est-ce qu'ils sont
l'analyse politique aujourd'hui, c'est de cette histoire de contrôle généralisé. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse précise là-dessus, parce que je n'ai pas accès aux sources. Les connaissants, je pense que ce qui peut se faire doit être fait, et puis on regarde ce qu'on peut en faire. Et puis de toute façon, ça ne choque pas les Chinois d'être fichés. Ils ont toujours été fichés. Après, est-ce que ce gouvernement de... Comment il s'appelle le gars là, Xi Jinping là, est-ce que c'est un gouvernement qui revient à un système de pouvoir personnel? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Il y a beaucoup de luttes internes historiques au sein du Parti communiste. Il y a des équilibres et des déséquilibres. Mais il y a des choses qu'ils n'ont pas contrôlées. Par exemple, la corruption. Dans tous les grands pays, vous avez ce problème, ce qu'on appelle la verticale du pouvoir. La Russie, la Chine, vous le retrouvez la même sur le Brésil. La verticale du pouvoir, c'est la capacité du pouvoir à arriver au terrain. Bon. En Suisse, vous n'avez pas de problème. Il y a une verticale du pouvoir. En France, il y a une verticale du pouvoir. Bon. Donc, comment vous faites? Si vous n'arrivez pas au terrain, vous vous appuyez sur les formes locales d'organisation. En gros, c'est les mafias. La Chine, le gouvernement des provinces, c'est toujours fait au travers des triades. Poutine, quand il a pris le pouvoir, il n'a pas pu éliminer les oligarques d'un coup, parce qu'ils avaient l'argent, mais il leur a dit, aujourd'hui, le discours aux oligarques est « vous ne faites pas de politique et vous investissez votre argent dans des investissements publics ». Bon. Sinon, c'est la moindre égard, c'est une balle dans la tête. Bon. Les Chinois se sont rendus compte que les triades la corruption avait envahi tout. Donc, il y a 4 ans, ils ont lancé leur opération d'épuration à la chinoise. C'est-à-dire, le président de la SNCF chinoise, il est condamné à mort avec sursis. Aujourd'hui, non, je me tape. Bon, voilà, bon. Ils en ont zigouillé une quantité extraordinaire. Voilà. C'est petit à petit, mais comment... Alors, la Russie, je le vois assez bien, mais comment vous allez redonner du pouvoir aux communautés chinoises, aux citoyens chinois, pour qu'ils accèdent à sa capacité de pouvoir. Mais ça, je n'ai pas de réponse. Moi, j'ai fait des études de chinois, mais je n'ai pas assez d'éléments pour répondre à ça. La Russie, je le vois bien, parce que les Russes sont des gens qui sont habitués à la controverse et au dialogue. Donc, après, c'est une évolution des mentalités du pouvoir central qui va se faire. Moi, je suis optimiste sur la Russie parce que les Russes, quand on leur présente tout ça, en gros, on leur dit, vous savez pas y faire, c'est nul. Ouais. Elle dit, oui, tu as raison, on ne sait pas y faire, mais on va apprendre. Vous prendrez ça à des Français, dire, on n'a jamais fait comme ça. C'est utopique, c'est pas. Non, on sait faire. Nous, on est des bons ingénieurs, ton truc, c'est des conneries. Voilà. Quel est le pays qui a de l'avenir? C'est celui qui remet en cause sa manière de penser. Le système français, il est, hélas, il est en train de mourir. Ce qui n'est pas un problème, c'est après qu'est-ce qu'on met à la place. C'est pour ça qu'il faut former des jeunes, il faut former des nouveaux trucs, il faut créer de nouvelles universités, c'est ce qu'on fait. Bon, sortir du conditionnement énarchique. Comment? Sortir du conditionnement énarchique. Du conditionnement énarchique. Énarchique, là, j'en sors, c'est une catastrophe totale. Et là, c'est des gens, on leur dit, vous savez faire, et les autres ne savent pas faire. Et ceux qui vous critiquent sont des complotistes, etc. Donc voilà. Et c'est des gens qui sont convaincus qu'ils savent faire. Et ils ne savent rien faire. Ils savent rien faire. Ce qui n'est pas un problème de savoir rien faire. C'est le reconnaître. Tout le début de l'intelligence commence par la reconnaissance de son ignorance. Voilà. C'est l'ignorance, là, c'est le début de la sagesse. Je vous propose de continuer en bas. Ah ben voilà. Ah oui, parce qu'on se fait virer, là. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, on peut demander en bas, il y a un... Ah ben voilà, ouais, un petit quelque chose. Ouais.